Mehdi, qui est le président d'Horizon AM. Bonjour Mehdi. On reçoit Olivier Bernada, qui est directeur commercial réseau CGP chez Consulting Group. Et nous recevons Evan Delmas, qui est directeur commercial chez NuPro Select. Messieurs, est-ce que vous allez bien et est-ce que vous êtes en forme? Très Ça bien. va très Bonjour bien, Stéphane. merci Stéphane. Evan, toi qui es vraiment à la NuPro, évidemment, secteur de l'immobilier neuf s'il en est. Comment tu as vécu finalement les complications spécifiques à ton secteur en cette année 2020? Eh bien déjà bonjour à tous, bonjour Stéphane. Donc si on devait faire un topo sur l'année 2020 globalement, donc premier trimestre plutôt satisfaisant, ensuite un premier confinement avec un certain attentisme qui a permis aussi d'avoir une phase d'adaptation de toute la profession sur le marché de l'immobilier. On a eu tout de même la chance d'avoir les études notariales qui ont eu la possibilité de proposer des solutions digitales quant à la signature d'actes authentiques. Donc, ce premier confinement avec de l'attentisme, une adaptation. À la sortie du confinement, tous nos investisseurs ont eu la possibilité de se rendre chez leur notaire. Donc, on a eu une augmentation des signatures chez les notaires pour finaliser les actes. Une demande aussi toujours aussi importante à la sortie de ce confinement. Ensuite, à la rentrée, je dirais à la rentrée de l'été, une demande toujours de plus en plus forte, ce qui nous a aussi assez rassurés sur le marché. Et puis sur ce deuxième confinement, globalement, on n'a pas réellement d'impact puisque tout le monde s'est largement adapté à la situation, que ce soit sur les processus digitaux. Chez nous-mêmes, chez NuPro Select, on a renforcé notre place auprès de nos partenaires en les accompagnant à distance sur des rendez-vous clients ou autres, des solutions digitales trouvées. Donc globalement, l'impact et les indicateurs nous le montrent. On n'a pas eu un impact réel sur la commercialisation en tout cas de produits. On a toujours une demande assez constante. Et puis les indicateurs nous le prouvent puisque on n'a pas eu d'annulation directement liée à la crise sanitaire du coronavirus. On a eu, on va dire, des refus de prêts, mais dans la norme habituelle des autres années. Donc, malgré les différentes recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, on n'a pas eu d'impact réel là-dessus. Et puis, ce qu'il faut concrètement mettre en avant, c'est que la crise sanitaire n'a pas d'impact sur une résidence déjà livrée en démembrement, puisque je rappelle, c'est l'usufruitier qui va gérer pendant une certaine durée le locataire. Donc l'investisseur n'a pas de problème lié à cette crise, de problèmes de gestion locataire et autres. Et puis pour les résidences qui sont en cours de construction et non livrées encore, on a eu des petits sujets à régler, notamment sur le report de livraison, les décalages de livraison où on a dû communiquer auprès de nos partenaires et puis revoir avec eux la validité des offres de prêt pour leurs investisseurs. Mais donc globalement, on remarque que la nue propriété, le démembrement de manière générale, est assez résilient en période de crise, comme on peut le voir en ce moment. Et puis un autre indicateur, hein, on le voit, les investisseurs, à peu près 80% des investisseurs considèrent encore l'immobilier comme un investissement fiable, rassurant. Je pense que c'est un comportement humain qui est très classique, puisqu'en période de flou, comme on peut le vivre en ce moment, eh bien, on a tendance à se rapprocher d'éléments concrets, d'éléments tangibles, dont l'immobilier. C'est important de le rappeler, ouais. Olivier, ton analyse partagée également, j'imagine. Un élément important chez Consulting sur une grande partie, voire une quasi-totalité de l'activité, c'est que c'est de l'immobilier géré. Est-ce que ça a finalement, j'imagine, été un élément à prendre en compte, c'est-à-dire le bail, parce qu'on a évidemment entendu beaucoup de choses là-dessus. Comment vous avez géré cette année et comment tu l'analyses dans ces phases, comme l'a très bien fait Evan à l'instant? Exactement, Stéphane. Ben, on a une particularité, c'est que les locataires, nos investisseurs sont des exploitants professionnels en location meublée puisqu'ils gèrent des résidences services. Hein, je vous rappelle les typologies, résidences médicalisées, seniors, étudiants et touristes. Donc, on a passé une grande partie de notre année à trouver des points d'équilibre entre nos investisseurs et nos exploitants, puisque les beaux commerciaux, par nature, promettent des loyers réguliers, modulo, on va dire, des crises assez importantes comme celles qu'on connaît aujourd'hui, puisque notamment les confinements ont amené à des fermetures de résidences. Et à un moment, quand des exploitants ferment leur résidence et ne perçoivent plus de loyer, décemment, ils ne peuvent plus verser de loyer, en tout cas les loyers prévus, aux investisseurs. Donc on a eu quand même une résilience assez forte, hein, parce qu'on a deux secteurs d'activité sur lesquels on a eu un recouvrement de loyer total sur l'exercice 2020, donc aucun impact pour nos investisseurs.
c'est bien évidemment la thématique du senior, médicalisé d'un côté, senior de l'autre. Donc là, pas de sujet, pas d'impact, recouvrement des loyers à 100%. Étudiants, un micro impact, puisque notamment les courts séjours ont été impactés. Il y a aussi quelques étudiants qui sont partis des résidences étudiantes avant la fin de l'année universitaire. Donc là, on est sur un taux de recouvrement des loyers en 2020 à 95% sur la résidence étudiante. Le secteur d'activité qui a décemment été, et c'est normal, le plus touché, c'est la résidence de tourisme, puisque on a eu des fermetures qui ne sont pas administratives, mais des fermetures quasiment imposées, des résidences pendant le premier confinement, Sanitaire. pendant le deuxième confinement également, même si l'activité au mois de novembre pour la résidence de tourisme est un peu plus faible, mais on voit que les conséquences vont continuer pour les vacances de Noël pour le ski. Et là, le taux de recouvrement pour les résidences de tourisme sur l'ensemble de notre activité, c'était 85%. On voit qu'au global, on a quand même une résilience qui est plutôt très forte et des impacts qui ont été extrêmement limités pour nos partenaires et leurs clients. Alors attention, je parle de notre univers, puisque nous, notre particularité, c'est qu'on reste l'intermédiaire de nos partenaires CGP pour défendre les intérêts de leurs clients. On a une vraie négociation avec les exploitants pour limiter au maximum l'effet négatif de la crise. Au-delà de ça, nous, la difficulté cette année, et je rejoins ce qui a été dit juste avant, c'est plutôt le crédit, c'est plutôt le financement. On a encore des clients qui sont intéressés par l'immobilier, intéressés par les rendements de la location meublée, mais on a de plus en plus de mal à les financer. On va en parler justement pour les mois prochains. Je rebondis, Mehdi, justement, finalement, alors on va faire l'intro de l'intro. Mais ce que viennent de dire Evan et Olivier, ben finalement, on met l'accent sur tout un tas de modifications et on rebat un peu les cartes en 2020 très clairement sur tous les sujets qui viennent d'aborder tous les deux. Oui, effectivement. Bon, d'abord, j'espère que bonjour à tous. Donc, différents constats peuvent être faits. Le premier, sur 2020, qui concerne tous les acteurs économiques et les acteurs de l'immobilier, c'est la désorganisation des flux. On va classifier un peu l'immobilier, si vous voulez bien, de façon un peu simplifiée, à l'immobilier de production et l'immobilier de détention. Donc, nous avons deux cas de figure qui ont été avancés ici, que ce soit avec Olivier et Evan, qui concernent l'immobilier de détention. Dans tous les cas de figure, ces deux immobiliers ont été impactés par une désorganisation des flux. Olivier évoquait les modalités de recouvrement nécessaires à maintenir un équilibre économique et sécuriser les opérations. Evan évoquait une certaine typologie et une résilience d'une classe d'actifs particulière, mais néanmoins, on sait que la production en elle-même est impactée. Alors, elle est impactée, ça a été dit, d'abord parce qu'il y a un désengagement bancaire. Il y a une difficulté aujourd'hui des banques, compte tenu du passif, la dégradation des bilans qu'ils ont eu suite au PGE, de continuer à accompagner le financement de façon générale. Et on voit qu'aujourd'hui, la problématique de la solvabilité se pose, puisque maintenant, suite aux recommandations, le taux d'endettement des acquéreurs des biens immobiliers s'arrête à 33%, on ne tient plus que du reste à vivre. Et donc forcément, on élimine une partie. On considère qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui ont été éliminées du crédit immobilier cette année. C'est une baisse aujourd'hui estimée aux alentours de 18 à 20%. Et donc forcément, automatiquement, ces personnes-là font en sorte de baisser le volume des transactions immobilières, qui est l'autre chiffre à retenir. Je pense que c'est un tout petit peu tôt, mais on va dire que sur le marché ancien, certainement, on va être aux alentours de 850 à 900 000 transactions cette année. On a été au pic l'année dernière à plus d'1 million d'euros, 1 million de transactions. On reste quand même au-dessus de la moyenne long terme, c'est rassurant en tant que tel. Donc voilà, des chiffres qui sont le durcissement des modes de financement, qui créent des soubresauts dans la capacité à gérer les flux. Et donc l'ingénierie évoquée par les interlocuteurs est absolument nécessaire sur les années d'après pour pouvoir maintenir la dextérité, le pilotage de ces risques et de ces contextes est un élément clé sur 2020-2021. Très bien, on va rentrer justement dans le secteur. Puis Mehdi, tu me parleras justement des thématiques porteuses, parce que c'est important, on en a un petit peu parlé ensemble pour préparer cette émission. Olivier, pardon, je reviens là-dessus, parce que évidemment, Consulteam, par ses filiales, Serenissimo, LB2S et autres, sont des grands spécialistes du meublé, donc on va insister là-dessus, mais
Est-ce que finalement, au-delà du financement, et tu vas nous en dire deux mots, parce que je sais que vous avez des services pour nous accompagner, nous, CGP, mais au-delà de ça, parce que ça suffit pas, hein, la banque reste la banque, est-ce que finalement, on revient un peu à des fondamentaux sur le bon choix de l'exploitant, le bon choix du secteur, le bon choix de la thématique, le bon choix du partenaire finalement. En 2020, évidemment, pour les solidités que tu as rappelées et la capacité à honorer les baux, etc. Mais est-ce que ça va être le cas dans les prochains mois et est-ce qu'il y a eu une vraie discussion chez vous là-dessus? Effectivement, c'est un retour aux fondamentaux, je suis d'accord avec toi. Là où je suis pas forcément en ligne, c'est que le plus important en location meublée, c'est pas toujours nécessairement l'exploitant, c'est surtout le modèle économique sur lequel il est assis. Un exploitant, c'est une chose, la profitabilité de l'exploitation de la résidence en est une autre. Le meilleur exploitant du monde, si il ne gère pas un centre de profit, s'il gère un centre de perte, à un moment, ça va poser souci. Donc tout ce qui nous intéresse, le bon exploitant, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui nous intéresse, c'est la justesse du modèle économique et la capacité qu'aura l'exploitant à bien payer ses loyers sur le long terme. Donc nous, notre intérêt, c'est que l'exploitant il soit profitable sur le long terme. Donc on va regarder les business plans des résidences, les modèles économiques, les évolutions bien évidemment des modes de consommation. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un recentrage encore plus important sur les secteurs à très forte visibilité. Je parle notamment de la résidence médicalisée, où on a une carence d'offres qui est extrêmement importante, qui va encore être plus importante dans les prochaines années. On est sur un marché avec des barrières à l'entrée qui sont par ailleurs très importantes. Donc ça, c'est une thématique aujourd'hui qui nous anime particulièrement parce que on a une visibilité qui est extrêmement importante. Sur l'étudiant également, hein, on a encore des marchés qui sont extrêmement carencés. Donc, il y a une réflexion vraiment autour des modèles économiques et de la capacité des exploitants à payer les loyers sur le long terme. L'analyse pure de l'exploitant, c'est the cherry on the cake, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Bien évidemment, un bon exploitant qui apporte des garanties financières, un bon actionnariat, une diversification de son risque, c'est un élément supplémentaire, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour que le modèle se passe bien sur le long terme. Non, c'est important de le rappeler, et puis tu nous donneras en troisième partie une conviction vraie sur le marché, parce que je sais très bien quelle est votre analyse là-dessus. Mehdi, je te relance justement sur les thématiques porteuses de 2021 chez Horizon. Tu partages, j'imagine, l'avis d'Olivier qui nous rappelle que avant tout, c'est la profondeur de marché qui est importante. Oui, ça c'est certain. Moi, ce que je constate de façon vraiment très simple, aujourd'hui, il y a une baisse des taux d'intérêt, il y a une difficulté de trouver du rendement sur le marché et l'immobilier propose du rendement. Donc, à partir de là, il n'y a aucune raison qui ne puisse pas être une classe active à part entière. Après, bien sûr, quand on parle de l'immobilier, il faudra faire attention. Il y a certainement une démarche de stock picking à faire valoir sur les classes d'actifs sur 2021. Je rejoins sur Olivier. De toute façon, effectivement, l'exploitant, sa taille, c'est une chose. Son modèle économique, c'est un fondamental. Et à la limite, même si l'exploitant demain, pour X raison, peut être défaillant, si son modèle économique est solide, il y aura toujours une continuité économique. Donc nous intéressons de toute façon dans le cadre d'Horizon AM à financer tout ce qui est immobilier de rendement. Nous finançons de façon générale des maisons médicales. Hein, et non pas forcément uniquement des maisons médicalisées, hein, tout ce qui est maisons médicales, de centres de santé, voilà, ça c'est une thématique qui est très porteuse, qui permet d'avoir du rendement locatif assez cohérente, aujourd'hui entre 5 à 7% de rendement locatif à terme pour l'acquéreur. Nous pouvons aussi nous intéresser de façon générale, Olivier évoquait la résidence gérée des étudiants, mais nous on s'intéresse de façon globale au co-living dans des actifs prime, dans des zones tendues. Là aussi, la thématique est très résiliente et continue à améliorer, je dirais, les perspectives de rendement locatif dans le résidentiel en tant que tel. Et puis, il y a une démarche sécurisée. Beaucoup d'acteurs s'intéressent à ça aujourd'hui et il y a vraiment une profondeur de marché assez intéressante. On reste, nous, sur une classe d'actifs, de toute façon, qui est l'immobilier résidentiel aussi, qui offre aujourd'hui des perspectives assez importantes. On l'a vu dans la période du Covid et du confinement, on a tous tendance à se replier vers l'habitat. Là, on loge et on a besoin d'avoir des conforts autour de ça.
Et enfin, des classes d'actifs telles que le démembrement ou l'usufruit. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'élaborer des opérations avec NuproSelect, et c'était très bien, et ça se compare d'une manière extrêmement solide. Une des opérations que nous avons faites cette année, Allure sur le 92, 43 logements financés, dont un usufruit social. Je crois si je ne me trompe pas, en 3 semaines, l'intégralité des lots ont été vendus. Donc, on montre bien qu'il y a ici une typologie d'acheteurs qui ne souffrent pas de la thématique propre liée aux besoins purs de solvabilité bancaire. Voilà les thématiques principales Merci sur lesquelles on va Mehdi. être. Justement, donc si je comprends bien, on parle un peu enfin, moi j'ai cette conviction aussi, on est quelques-uns dans le CGP, le choix gouvernemental dans les différents plans de relance ou phases du plan de relance depuis le premier confinement a été de maintenir évidemment le particulier dans son niveau de vie, donc le résidentiel finalement a été peut-être beaucoup moins impacté, en tout cas pour l'instant. Toi, Evan, justement, l'année propriété dans la grande majorité des cas, si ce n'est la quasi-totalité des cas, l'usufruit, c'est un bailleur intermédiaire qui va loger des gens. Donc finalement, quelque part, au-delà des chantiers, comme tu le rappelais tout à l'heure, comment tu vois, toi, ce positionnement chez NuproSelect pour 2021? Est-ce que tu partages cet avis, celui de Mehdi, sur le fait que tant qu'on loge des gens, en fait, ça va vite, et les opérations n'étant pas extrêmement nombreuses, a fortiori avec le frein qu'il y a eu sur le deuxième trimestre, finalement, ça ouvre des perspectives. Oui, tout à fait. Je rejoins parfaitement ce que dit Mehdi, puisque il faut le rappeler, mais le démembrement, c'est seulement 2000 logements par an proposés aux investisseurs. Donc, c'est une goutte Important. d'eau dans l'océan, on va dire, de l'immobilier. Ce qui signifie globalement, et c'est ce qu'a évoqué Mehdi, c'est qu'on a une demande qui est toujours constamment au-dessus de l'offre. Et donc, une commercialisation généralement assez rapide de chacune des opérations, puisque je le rappelle, on est situé principalement sur des secteurs assez prime ou avec des vraies opportunités comme l'Île-de-France et le Grand Paris ou autour de grandes métropoles lyonnaises, lilloises et autres. Donc, on n'est pas forcément impacté. Et puis, on n'a peut-être pas forcément parlé, mais sur cette année 2020, avec la crise du coronavirus et le report des élections, on a eu une cristallisation aussi au niveau de l'obtention de permis de construire. Donc on estime en tout cas chez NuproSelect que cette cristallisation de permis de construire va se reporter sur 2021 où on va avoir justement de plus en plus de permis de construire délivrés et donc une augmentation des opérations qu'on va pouvoir proposer et donc un afflux d'opérations sur cette année 2021. Donc on est globalement assez positif sur le marché. Et puis on constate également que de plus en plus de promoteurs, notamment en raison de cette crise sanitaire, essayent de prôner la digitalisation de l'instruction des permis de construire pour aller de plus en plus vite, pour avoir une instruction des permis de construire qui se fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour fluidifier Alléluia. aussi, exactement, alléluia, pour fluidifier cette mise en commercialisation et cette proposition de logement. Donc globalement, on est très rassuré sur l'année 2021 et puis d'autres indicateurs nous le montrent, comme l'arrivée de nouveaux acteurs, ce qui montre qu'il y a une vraie demande et une démocratisation en tout cas de ce procédé, de ce processus de démembrement. Alors justement, en plus, Evan, tu vas me confirmer, parce que tu traites beaucoup d'immobilier neuf et les normes évoluent. Donc on parlait de transition écologique dans la première demi-heure. C'est important, il ne faut pas oublier que l'immobilier est pas du tout en retard, bien au contraire. Il y a encore de belles choses à faire également là-dessus. Euh, Messieurs, il nous reste 9 minutes, donc chacun 2 minutes, 3 minutes. Moi, j'ai envie que nos auditeurs partent avec quelque chose de concret, parce qu'évidemment, ils vous connaissent et puis ils pourront se rapprocher de vous pour avoir plus de détails. Mais Evan, je te relance. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu l'as rappelé, on a quand même une micro-niche, en tout cas en termes d'offres. Est-ce que tu as un sujet à mettre en avant, un projet peut-être à mettre en avant, sur lequel on pourrait, nous, CGP, se pencher dans les prochaines semaines? Oui, tout à fait. Eh bien, aujourd'hui même, on lance une nouvelle opération à Villeurbanne. Donc, encore une fois, avec cette stratégie de se rapprocher des grandes métropoles avec une forte valeur ajoutée, en tout cas qu'on peut estimer sur les prochaines années. Villeurbanne, c'est une commune aujourd'hui qui est presque un arrondissement lyonnais à part entière, avec, eh bien, on le sait, un marché lyonnais, en tout cas Lyon Centre, hein, qui est de plus en plus difficile d'accès pour les investisseurs. Hein. On se reporte notamment sur les conditions de crédit. Donc, beaucoup d'investisseurs
eh bien, se reporte sur Villeurbanne. Et là, on a une opération de 17 logements, une magnifique opération architecturalement très bien faite, où on propose un investissement avec une décote de 37%, proche d'un quartier très emblématique de la ville, centre-ville, puisque c'est le quartier des gratte-ciel qui aujourd'hui subit positivement une grande métamorphose avec un doublement des commerces et puis 900 logements à terme d'ici 2029. Donc, on estime que cette opération va profiter positivement de ce grand projet du quartier des gratte-ciel. Donc, j'invite vraiment tous les téléspectateurs La, du- à se rapprocher de nous pour la durée vous du proposer. démembrement? On est sur 16 ans de démembrement, donc Ouais, avec ça reste très 37% de correct. décote. Et c'est très correct. Et encore une fois, le démembrement pour nous, c'est vraiment sécuriser un investissement aujourd'hui et optimiser dans le temps son patrimoine en fonction de sa situation future, puisqu'on le sait, le démembrement permet de réaliser pas mal de choses patrimonialement. Immobilier neuf ou immobilier réhabilité? On est sur un immobilier neuf avec Ah ouais, une livraison de... ouais, toutes les Tout à normes fait. dont on parlait sont importantes pour s'inscrire un peu dans l'idée de la table globale. Olivier, on a bien compris, et tu as bien fait de le rappeler, l'exploitant était une chose évidemment, que la profondeur du marché que l'on vise et donc le secteur de résidence avec services gérés que l'on vise est important. Est-ce que tu veux, Mhm. toi, nous parler d'un secteur en particulier, d'un domaine, d'une résidence? Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui pour qu'on parte avec quelque chose de concret? Bah, je voulais partager mes convictions pour l'année prochaine. La première, c'est qu'on va faire, en tout cas, je le pense, encore plus de cash l'année prochaine sur la location meublée parce qu'il y a de l'épargne, parce qu'on a un produit structurellement qui est rentable avec un couple rendement-risque qui est, je pense, hyper attractif. Hein. Je vous rappelle qu'on est capable d'isoler des rentas nets de charges et de fiscalité supérieurs à 3,5% net d'inflation également. C'est un élément important. Donc plus de Important. cash. Notre conviction, c'est qu'il faut qu'on offre encore plus de visibilité à nos investisseurs. C'est pour ça que dans le cadre de notre offre, on va et on est en train de généraliser des baux commerciaux un petit peu différents de ce que vous connaissez par ailleurs. Donc notamment différents par la durée. On va sur des baux commerciaux aujourd'hui sur des durées fermes jusqu'à 20 ans, alors qu'historiquement on était plutôt sur des durées de 9 ans, 12 ans maximum. Donc des baux commerciaux de 20 ans et des baux commerciaux surtout nets de toute charge, c'est-à-dire y compris les travaux de rénovation importants, y compris la taxe foncière, sont à la charge de l'exploitant, ce qui permet d'isoler directement des rentabilités nettes. Donc ça, c'est plus de visibilité temporelle et de visibilité sur la rentabilité. En termes de conviction, pour terminer sur le secteur d'activité, bah, si on veut faire du défensif, je mets en avant plutôt la résidence médicalisée, hein, pour la raison qu'on a déjà évoquée, des perspectives formidables, des barrières à l'entrée très fortes sur le marché, une profitabilité pour les exploitants extrêmement importante. Donc là, on va chercher vraiment la sécurité du revenu. On va pas faire de folie sur la revalorisation de l'actif. On va chercher vraiment la sécurité du revenu. Si on veut faire de l'offensif, et c'est vraiment ma conviction forte pour l'année prochaine, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le tourisme pour deux raisons. Parce que le tourisme, ça va rebondir beaucoup plus fort que les autres secteurs. C'est une clientèle particulièrement française, ou en tout cas, si elle est étrangère, c'est des marchés qui sont très très proches. Hein. C'est les Anglais, c'est les Belges et les Allemands qui vont revenir rapidement. C'est un modèle parfaitement adapté au mode de consommation, de mode de consommation actuel. Et surtout, c'est un produit qui est en bas de cycle. Aujourd'hui, le tourisme, ben, c'est un peu dans le creux de la Évidemment. vague. Tout le monde tire à boulet rouge sur le tourisme, mais ça veut dire que nous, en égo produit, on a juste des marges de négociation qui sont importantes et on propose des prix qui sont anormaux, je dirais. Aujourd'hui, en tourisme, on est capable de proposer de l'immobilier neuf quasiment au prix de l'ancien. Donc là, il y a des réserves de valeur très importantes à aller chercher. Donc des rendements qui peuvent être importants évidemment dans le long terme, avec toute la possibilité pour le secteur du tourisme de se réinventer. Et on l'a vu parce que pour l'instant beaucoup de secteurs sont fermés, mais nous on a chez Net Investissement une conviction sur le tourisme vert, et on le voit avec les center parks pour ne pas les citer, où il y a une vraie, on réinvente le modèle et il y a une vraie profondeur à avoir avec du rendement très attractif. Merci Olivier pour cette conviction, ça c'était très clair, merci beaucoup. Mehdi, chez Horizon, vous avez la possibilité de toucher tous les secteurs, tout mode de financement, toute typologie. Qu'est-ce que tu nous mettrais en avant aujourd'hui dans ta gamme qui toucherait au maximum finalement les besoins de nos clients pour les prochains mois, prochaines années?
Bah, je mettrai en avant deux fonds d'investissement que nous développons. Un fonds historique maison qui s'appelle Performance Pierre 4 qui est en train de boucler sa levée de fonds autour de 21 millions d'euros, mais il y aura un petit frère qui va suivre juste derrière. La thématique, c'est de financer effectivement les opérateurs immobilier et plus précisément à la promotion, réhabilitation et transformation immobilière résidentielle, mais aussi diversification, comme on l'a évoqué, au sens immobilier de santé, démembrement, etc. Aujourd'hui, ça se comporte de manière vraiment extrêmement significative. Les interlocuteurs l'ont mis en avant. Donc, c'est un fonds qui permet un accès assez simple à partir de 10 000 euros éligible PEA, 150 au BTR, etc. Donc il y a une dynamique dedans qui permet aussi une vision patrimoniale. Et puis ça permet aussi d'être dans une vision de production, puisque nos interlocuteurs sont dans le buy and hold pire immobilier. Nous sommes dans le buy and sell. Donc j'achète, je produis, je revends et je sors. Et je pense que c'est aussi le point d'entrée, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien déjà produire de l'immeuble avant de pouvoir le détenir. Donc, c'est aussi une diversification intéressante. Et puis, le deuxième fonds, c'est Horizon Impact, qui est un fonds ISR qui rebondit un petit peu sur la première thématique. Un fonds professionnel à partir de 100 000 euros de souscription, ouvert aussi aux instituts qui ont en pleine collecte et qui, lui, effectivement, est positionné sur des thématiques ESG, et on sait que ces thématiques-là, aujourd'hui, sont très porteuses. Il y a une très, très, très grande demande, et puis une orientation aussi des allocations de financement vers ce type de support. Donc voilà, un fonds maison et puis un fonds plus vert. Merci Mehdi, petite question très rapide en 20 secondes. Oui. Tu parlais tout à l'heure des financements, on est d'accord que des maisons de gestion comme la tienne, dans une notion de circuit court dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans le commerce, etc., vont avoir une importance dans le financement des opérations, parce que finalement avec la complication du système bancaire, les interlocuteurs, quand ils ont un bon projet qui veulent aller vite et qui veulent aller bien, ils vont se tourner vers des gens qui ont la capacité de prendre des décisions rapides. Est-ce que c'est important aussi pour vous dans votre stratégie? D'abord, il y a une explosion de demande des fonds propres des opérateurs immobiliers. Ça a été multiplié par 3 depuis la période de Covid. Effectivement, c'est assez impressionnant. Donc, il y a de plus en plus de dossiers qualitatifs qui sont sur le marché. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stock picking. Et après, effectivement, nous travaillons aujourd'hui, de toute façon, nous, sur les maturités de financement. Là, on finançait sur des durées plus courtes, 2 à 3 ans. On sait qu'aujourd'hui, pour accompagner et pérenniser les acteurs, on va sur des maturités un peu plus longues. Donc, effectivement, il y a une demande qui est exponentielle, mais qui est nécessaire. Le temps que je pense que les banques puissent purger, revenir sur ces fondamentaux, il faut mettre en avant aussi que il n'y a pas que les banques, il y a aussi les problématiques de garantie financière d'achèvement des travaux et des assurances aussi, qui créent aussi un petit choc sur la problématique de la gestion des liquidités chez les opérateurs immobiliers. Donc, il y a quand même un vrai sujet de timing qui est plutôt optimiste si je vous C'est entends tous les maintenant. trois. C'est Ouais, maintenant. merci messieurs, ça a été très rapide, hein, vous avez vu, ça va très très vite. Merci d'abord pour vos analyses précises, basées évidemment sur l'expérience des sociétés que vous représentez. Merci pour vos convictions également. Je vous dis à très bientôt évidemment pour une table ronde immobilier, parce que moi je pense qu'on n'a pas fini de parler d'immobilier direct et qu'il ne faut pas le mettre de côté lorsqu'on fait ce genre d'exercice. Pour nous, finir cette table ronde par un très rapide résumé finalement de ce qu'on peut se dire sur l'immobilier direct, en tout cas ce que moi j'en retiens pour nos clients particuliers, toujours très important, une notion de stock picking qui est un terme très intéressant quand on parle d'immobilier, qui n'est pas utilisé souvent. En ce moment, il faut vraiment bien regarder la profondeur du marché, qu'on choisit évidemment l'opérateur, l'exploitant, le secteur. Ça va de soi, un problème de financement qui n'échappe à personne, et on a essayé aujourd'hui de vous présenter des produits qui arrivent avec des modes alternatifs mais très construits et qui arrêtent de faire peur aux gens, c'est-à-dire ce fameux capital investissement entre guillemets. Et je trouve que c'était très intéressant de mélanger comme ça ces secteurs et de rappeler que l'immobilier également s'intéresse depuis très longtemps avec des normes BBC, etc., à ces normes ESG pour la partie développement durable, et que l'organisation de la digitalisation de ce métier va aussi tourner vers des notions de gouvernance, d'environnement et évidemment de gestion des entreprises du bâtiment et de la promotion immobilière. Donc tout ça est bien réuni dans le thème d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous retrouverez évidemment
tous les services commerciaux de nos partenaires d'aujourd'hui pour aller plus en profondeur. Et j'espère, avant la fin de l'année, pouvoir vous présenter une nouvelle table ronde avec Zoom Invest. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.